À 23h33, Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, est plongée dans le silence. La ville, endormie, ignore le bouleversement imminent. Dans le bureau présidentiel, Ibrahim Traoré, assis à son bureau, survole des documents. Bien que fatigué, son esprit reste alerte. Il vient de signer un projet scolaire important pour les provinces du Nord lorsqu'un appel inconnu interrompt la tranquillité de la nuit. La voix au bout du fil, tremblante mais déterminée, annonce une nouvelle inquiétante. Plus de 200 enfants pris au piège dans une mine d'or illégale. Une mission de sauvetage commence immédiatement. Ibrahim Traoré, avec la gravité de sa décision, ordonne la mobilisation immédiate. Ce n'est pas juste une mission de sauvetage, mais une démonstration de son leadership. Chaque minute compte, chaque seconde pourrait signifier la vie ou la mort pour ces enfants. Ils sont pris au piège dans un monde impitoyable, où l'exploitation des ressources naturelles coûte la vie de ceux qui sont les plus vulnérables. En tant que président, Traoré doit naviguer non seulement dans une situation de crise, mais aussi dans un environnement politique complexe. Une fois les enfants sauvés, les défis ne feront que commencer. La découverte de cette mine illégale expose un réseau bien plus vaste et puissant que ce que l'on pourrait imaginer. Traoré sait que ce n'est pas simplement une bataille pour sauver des enfants, mais une lutte contre des forces obscures qui n'hésiteront pas à riposter. La tension est palpable, mais il est déterminé à lutter, pour eux, pour l'avenir du Burkina Faso. Ce n'est pas seulement la sécurité des enfants qui est en jeu, mais aussi l'intégrité du pays tout entier. La mission de sauvetage se déroule dans l'obscurité de la nuit, où chaque mouvement semble calculé avec précision. Ibrahim Traoré, accompagné de son équipe d'élite, roule à toute vitesse sur les routes désertes qui mènent à une zone reculée du pays, là où l'espoir et l'horreur se rencontrent. Les enfants, certains aussi jeunes que 5 ans, sont piégés dans une mine d'or illégale, exploités par des criminels sans scrupules. Leurs corps frêles, sans défense, sont utilisés comme main-d'œuvre dans des conditions inhumaines. Aucun enfant ne devrait être soumis à un tel sort, et pourtant, ils y sont contraints chaque jour. À 2h10 du matin, le convoi présidentiel arrive à une ancienne usine de bois, le point de repère indiqué par l'informateur anonyme. L'endroit est désert, les bâtiments en ruine. C'est derrière cet abri abandonné que Traoré et ses hommes trouvent une piste cachée menant à la forêt dense. Ils suivent la route avec prudence, guidés par la faible lumière de leurs torches. Les bruits de la nuit, criquets et grenouilles remplissent l'air, mais Traoré reste concentré sur sa mission. Après 1 heure de marche dans l'obscurité, ils entendent des bruits métalliques. En se rapprochant, la vision qui s'offre à eux est choquante. Des enfants travaillent sans relâche dans des fosses remplies de boue, certains portant des sacs lourds de sable, d'autres creusant à main nue. Les gardes armés ne les remarquent pas immédiatement, mais les enfants, eux, sont trop concentrés sur leur travail forcé pour prêter attention aux nouveaux arrivants. Traoré se tient là, immobile, son regard se durcit à la vue de l'horreur qui se déroule devant lui. Les enfants sont traités comme des esclaves modernes, leur humanité niée au nom du profit. Dans l'esprit de Traoré, un seul mot résonne, justice. Le silence qui règne est brisé par l'action soudaine. Les soldats de Traoré prennent position, encerclent la mine, et en quelques minutes, les gardes sont neutralisés. Les enfants, effrayés et désorientés, ne comprennent pas immédiatement que la libération est enfin arrivée. Le président, d'un calme impressionnant, s'avance vers eux. « Je suis Ibrahim Traoré, votre président, et vous êtes désormais libre. » Les larmes de soulagement commencent à couler parmi les jeunes visages. Les enfants, encore tremblants de peur, regardent Ibrahim Traoré avec incrédulité. Ils viennent de vivre l'impensable, coincés dans une situation où la violence et la maltraitance étaient devenues leur quotidien. Traoré se rapproche d'un petit garçon qui semble être en état de choc. Le garçon regarde le président, les larmes coulant sur son visage sale, et lui demande d'une voix tremblante « Est-ce que c'est vraiment vous, le président ?» Traoré sourit doucement, mais il n'a pas le temps de répondre. Il ordonne que l'on installe des tentes médicales et que l'on prépare immédiatement des vivres pour les enfants. La mission de sauvetage, bien que réussie, est loin d'être terminée. À cet instant précis, le président sait que le véritable combat commence à peine. La libération des enfants n'est que le début d'un processus long et complexe pour les réintégrer dans la société. La plupart d'entre eux sont physiquement épuisés, certains souffrent de blessures non traitées, d'autres sont gravement malnutris.
Les médecins et les infirmières se précipitent pour fournir les premiers soins, mais le traumatisme psychologique est également profond. Certains enfants ne sont incapables de comprendre qu'ils sont enfin libres, après avoir vécu des mois, voire des années, dans cet environnement impitoyable. Pendant que les enfants sont soignés, Ibrahim Traoré rassemble ses officiers supérieurs et commence à élaborer un plan d'action pour démanteler ce réseau de travail forcé. Cette mission a révélé un aspect sombre de l'exploitation minière illégale au Burkina Faso, mais elle a aussi montré la détermination du président à aller jusqu'au bout. Le chemin vers la justice sera semé d'embûches, mais Traoré est plus déterminé que jamais à voir les responsables de cette tragédie rendre des comptes. Le matin suivant, Ibrahim Traoré, déterminé à obtenir des réponses, commence à planifier la suite des opérations. Le sauvetage des enfants n'a pas seulement exposé un réseau de mines illégales, mais aussi une série de mécanismes de corruption et de malversation qui remontent jusqu'au plus haut niveau du gouvernement. Alors que les enfants se sont transférés vers un centre sécurisé à Ouagadougou, les équipes de sécurité, accompagnées d'enquêteurs, sont déployées pour analyser la scène et collecter des preuves. L'enquête commence avec la saisie des documents laissés sur le site. Ces papiers révèlent que l'exploitation minière illégale dans la région est bien plus étendue qu'imaginé. Les autorités découvrent que des réseaux de trafiquants utilisent des enfants comme main-d'œuvre, promettant des salaires misérables en échange de journées de travail épuisantes, souvent dans des conditions dangereuses. Mais ce qui choque encore plus, c'est que ces mines sont bien souvent dirigées par des personnes ayant des liens avec des politiciens et des figures d'autorité. La corruption a permis à ce système d'exister sous les yeux de l'État pendant des années. Les militaires, dirigés par le général Oba, entament une opération de grande envergure pour démanteler ces réseaux. Des perquisitions sont menées à travers tout le pays, mais les premières découvertes sont préoccupantes. Des indices de blanchiment d'argent, des témoignages de bribes de transactions secrètes entre des chefs de ces réseaux criminels et des responsables politiques corrompus. Cette découverte soulève immédiatement une question cruciale pour Ibrahim Traoré. Comment ce système a-t-il pu prospérer sous son mandat sans qu'il en ait eu connaissance ? À mesure que l'enquête progresse, les découvertes deviennent de plus en plus troublantes. Une partie de la complicité semble remonter à des figures du gouvernement qui ont profité de l'énorme marché de l'or illégal. Ce n'est pas seulement un problème local, mais un réseau international qui se cache derrière cette exploitation, reliant des acteurs du Burkina Faso à des entreprises étrangères. Traoré sait que l'affaire dépasse largement les frontières du pays. Les ramifications sont profondes et complexes. En parallèle, une campagne médiatique commence à se développer autour de l'opération. Des reportages sur la condition des enfants rescapés, couplés à des témoignages poignants, se répandent à une vitesse fulgurante. Traoré comprend rapidement que la situation, qui pourrait être une victoire morale pour son gouvernement, pourrait aussi devenir un terrain de bataille politique. Les opposants au régime exploitent l'histoire pour attaquer sa gestion des affaires nationales, insinuant que le président aurait pu agir plus tôt. Certains vont jusqu'à affirmer que l'opération de sauvetage était une manœuvre politique pour redorer l'image du président face aux critiques internationales. Mais Traoré ne se laisse pas intimider. Il intensifie ses efforts, concentrant l'attention du pays sur la justice. Pour chaque enfant sauvé, il y a des milliers d'autres qui continuent à souffrir dans des conditions similaires. La situation devient une question de principe pour lui. Non seulement il veut sauver les enfants pris dans ces mines, mais il entend également nettoyer le système et éradiquer la corruption qui permet à ces réseaux de prospérer. Le président lance alors une série de réformes législatives visant à renforcer la législation contre le travail des enfants et l'exploitation minière illégale. Alors que les jours passent, des actions concrètes commencent à porter leurs fruits. Les autorités arrêtent plusieurs individus impliqués dans l'organisation des mines illégales. Mais la résistance est forte. Les puissantes figures du réseau tentent de se protéger par tous les moyens possibles, en manipulant l'opinion publique, en semant la confusion à travers des informations erronées et en exerçant une pression énorme sur le gouvernement. Le vrai test pour Ibrahim Traoré sera de maintenir son autorité et d'assurer que la justice soit rendue, peu importe les obstacles qui se dressent sur son chemin. À mesure que l'enquête se poursuit, Ibrahim Traoré et ses équipes se concentrent sur la collecte de données concrètes pour étayer leur lutte contre l'exploitation minière illégale.
Les premières statistiques recueillies sur les mines illégales révèlent l'ampleur choquante du problème. Plus de 15 000 enfants sont estimés à travailler dans ces mines à travers le pays. Ces jeunes, souvent victimes de trafiquants, sont contraints de travailler jusqu'à 14 heures par jour dans des conditions insalubres et dangereuses. Les analyses médicales des enfants secourus montrent que plus de 30% d'entre eux souffrent de malnutrition sévère, tandis que près de 20% présentent des blessures graves résultant de conditions de travail extrêmes. Les autorités commencent à établir une cartographie de ces mines illégales en s'appuyant sur des données satellitaires et des témoignages d'anciens travailleurs. À l'aide de ces nouvelles technologies, le gouvernement identifie plusieurs zones cruciales où les exploitations illégales prospèrent, souvent dans des régions reculées du pays, protégées par des réseaux de corruption. Ce processus de collecte de données devient un outil clé dans la lutte contre les responsables de ces activités. Le ministère de l'Environnement, en collaboration avec des experts en géologie et en exploitation minière, met également en place des méthodes de détection automatisée des activités minières illégales grâce à des drones et des analyses en temps réel. En parallèle, le gouvernement commence à compiler des chiffres sur l'impact économique de cette exploitation illégale. L'analyse préliminaire indique que l'exploitation illégale de l'or au Burkina Faso génère plus de 200 millions de dollars chaque année, dont une grande partie est détournée par des acteurs étrangers ou des politiciens corrompus. Ce montant, largement échappé au contrôle des autorités fiscales, représente un manque à gagner important pour l'État et freine les efforts de développement dans les régions les plus vulnérables. L'ampleur des pertes financières dues à la corruption et à l'exploitation minière illégale frappe le gouvernement comme un avertissement. La lutte contre ces pratiques doit être globale et implacable. Le président Traoré se sert de ces données pour plaider la cause de la transparence dans les forums internationaux. Lors d'une réunion avec des dirigeants africains, il présente des chiffres impressionnants sur les bénéfices générés par les exploitations minières illégales et leur impact négatif sur les communautés locales. Le président souligne que ces pratiques non seulement nuisent à l'économie nationale, mais qu'elles exposent également le Burkina Faso a des risques environnementaux considérables. Les mines illégales, souvent mal gérées, génèrent des pollutions graves, notamment de l'eau et des sols, ce qui a des conséquences dramatiques sur les populations locales. Ces preuves quantitatives servent non seulement à faire avancer l'agenda de réforme de Traoré au niveau national, mais elles renforcent également son argumentation dans les discussions internationales sur la lutte contre l'exploitation illégale. Le gouvernement met en place un plan de réhabilitation des sites miniers abandonnés, avec l'aide de fonds internationaux, en parallèle des efforts pour renforcer les capacités des autorités locales à contrôler les activités minières. La collecte de données se poursuit sans relâche, avec l'objectif de fermer définitivement ces mines illégales, de sanctionner les responsables et de mettre en œuvre des politiques de prévention pour éviter que de telles pratiques ne se reproduisent à l'avenir. Face à l'action déterminée du président Ibrahim Traoré, plusieurs critiques commencent à émerger, remettant en question la manière dont il gère la situation et les conséquences de ses choix. Les opposants politiques, utilisant la question de l'exploitation illégale comme levier, accusent Traoré de ne pas avoir pris des mesures suffisamment tôt pour contrer ce phénomène. Pourquoi attendre autant de temps pour intervenir ? Demandent certains de ses détracteurs. Selon eux, la situation de ces enfants est un symptôme d'une gestion inefficace de la crise, et la lenteur du gouvernement à s'attaquer au réseau de mineurs illégaux prouve un manque de contrôle sur les problèmes structurels du pays. D'autres critiques viennent de l'intérieur, même de l'administration. Des figures du gouvernement se demandent si la publicité autour de cette mission de sauvetage n'a pas été trop exposée. L'un des arguments contre cette transparence accrue est que la gestion médiatique pourrait avoir des effets négatifs sur la sécurité nationale, en exposant au grand jour les faiblesses du pays. Certains estiment que cette couverture médiatique mondiale a mis en lumière la vulnérabilité du gouvernement face aux puissants réseaux criminels, créant ainsi un terrain favorable à des attaques politiques et internationales. Enfin, il y a ceux qui doutent de l'efficacité à long terme des réformes proposées par Traoré. Ils soutiennent que, bien que la fermeture des mines illégales soit essentielle, elle pourrait avoir des effets secondaires indésirables pour les communautés locales qui dépendent de ces activités pour leur survie. La transition vers une
économie plus formelle, selon certains analystes, pourrait être difficile et traumatisante pour les régions où l'exploitation minière illégale est un pilier économique. Traoré, cependant, ne se laisse pas intimider par ces critiques. Il répond à chaque accusation avec des faits solides, affirmant que la lenteur de la réaction initiale était due à une sous-estimation de l'ampleur du problème. L'État a pris des mesures en fonction de l'information dont nous disposions. Nous agissons maintenant pour réparer ce tort, déclare-t-il. Il insiste également sur le fait que l'exposition médiatique est une nécessité pour mobiliser la communauté internationale et attirer l'attention sur les injustices sociales qui se déroulent à l'échelle nationale. Il est clair que pour Ibrahim Traoré, chaque critique est un défi à relever. Plus que jamais, il est convaincu que cette bataille contre l'exploitation illégale des ressources naturelles et la corruption est essentielle pour l'avenir du Burkina Faso. Les arguments opposés ne font que renforcer sa détermination à poursuivre ses réformes et à lutter contre un système profondément enraciné. Alors que l'enquête avance et que les premiers résultats deviennent publics, Ibrahim Traoré reçoit une information choquante. L'ampleur de la corruption est bien plus grande que ce qu'il avait imaginé. Des documents récemment saisis révèlent que des fonctionnaires du gouvernement et des figures politiques de haut rang sont impliqués dans la gestion de ces mines illégales. Cette révélation bouleverse Traoré, mais elle renforce également son engagement à éradiquer la corruption à tous les niveaux. Les enquêtes menées sur les routes de la corruption révèlent des connexions internationales, des réseaux financiers complexes et des transactions obscures entre des puissants du secteur privé et des acteurs politiques locaux. Traoré découvre que ces réseaux criminels ont des ramifications dans plusieurs pays voisins, ce qui complique considérablement les efforts pour démanteler l'ensemble du système. C'est un véritable coup de poing dans la sphère politique du pays qui met en lumière l'ampleur du défi à relever. Le président décide alors de passer à la vitesse supérieure. Des réformes immédiates seront mises en place non seulement pour stopper l'exploitation minière illégale, mais aussi pour démanteler les réseaux de corruption qui l'alimentent. Il fait savoir que l'éradication de ces pratiques est désormais une priorité nationale. Les actions menées par Ibrahim Traoré commencent à porter leurs fruits, mais le chemin reste semé d'embûches. Dès le début de la mission de sauvetage, le président avait averti que la lutte contre l'exploitation minière illégale ne se limiterait pas à une simple intervention ponctuelle. Il s'agissait d'une guerre de longue haleine contre des réseaux puissants et bien établis qui allaient réagir avec toute la violence possible pour protéger leurs intérêts. Les enfants secourus sont, dans un premier temps, transférés vers un centre de réhabilitation à Ouagadougou, où ils reçoivent les soins médicaux nécessaires. Cependant, la souffrance psychologique que ces enfants portent est immense. Beaucoup ont été traumatisés par leurs expériences dans les mines, et la transition vers une vie normale est tout sauf facile. Traoré s'engage à ce que des psychologues et des éducateurs spécialisés soient mis à leur disposition pour les aider à surmonter leur traumatisme. Le centre devient un symbole d'espoir pour les enfants, mais aussi un terrain de lutte pour le président, car il sait que chaque enfant sauvé représente non seulement une victoire personnelle, mais aussi un message fort contre l'injustice. L'impact de cette opération dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Les révélations sur l'exploitation des enfants dans les mines provoquent une onde de choc à l'international. Des organisations de défense des droits de l'homme, des médias du monde entier, ainsi que des leaders politiques, saluent l'action de Traoré. Cependant, la situation prend une tournure plus complexe lorsque des fausses informations commencent à circuler. Une vidéo prétendant que les enfants secourus étaient en réalité utilisés à d'autres fins par le président commence à faire le tour des réseaux sociaux. La campagne de désinformation est menée par des acteurs inconnus, mais elle trouve un écho rapide. Traoré, conscient du pouvoir de ces fake news, décide de répondre de manière stratégique. Il organise une série de conférences de presse où il présente les résultats de l'enquête, les preuves collectées, ainsi que les témoignages des enfants rescapés. Mais il ne se contente pas de défendre son action. Il appelle aussi à une prise de conscience internationale sur les enjeux de l'exploitation minière illégale et du travail des enfants. La pression publique et internationale monte, mais Traoré sait que sa position est fragile. Chaque faux pas pourrait coûter cher à la stabilité de son gouvernement. Dans le même temps, les autorités du Burkina Faso se lancent dans une révision en profondeur des politiques minières et économiques du pays.
Des réformes se sont proposées donc pour assainir le secteur, en particulier la mise en place de contrôles plus stricts sur les mines légales et la création d'un cadre plus rigide pour empêcher l'exploitation des enfants. Traoré engage également des discussions avec des partenaires internationaux pour renforcer la coopération et lutter contre le commerce illégal de l'or à travers des frontières. Cette démarche se veut préventive, mais elle soulève également la question de la justice économique. Comment le pays peut-il se développer tout en préservant les droits fondamentaux de sa population? Malgré les résistances et les obstacles, Traoré garde le cap. La transformation du Burkina Faso passe par la refonte du secteur minier, mais aussi par la construction d'une société plus juste et équitable. Sa décision de se battre contre l'exploitation des enfants et la corruption ne fait que renforcer sa popularité à l'intérieur du pays. Des manifestations de soutien à son action sont organisées et de plus en plus de citoyens se rallient à son combat pour un avenir meilleur. L'avenir immédiat du Burkina Faso et de son président repose sur plusieurs facteurs clés. Ibrahim Traoré, malgré les avancées significatives de sa politique de lutte contre l'exploitation illégale des mines et la corruption, se trouve à un carrefour crucial. 3 scénarios principaux s'offrent à lui sur les 6 à 12 prochains mois. Le scénario optimiste, le scénario base et le scénario pessimiste. Dans le scénario optimiste, si les réformes sont efficacement mises en place, si le gouvernement parvient à maintenir le soutien populaire et à démanteler les réseaux criminels, alors le Burkina Faso pourrait connaître un renouveau économique et social. L'assainissement du secteur minier pourrait attirer des investisseurs étrangers, favorisant le développement d'une industrie minière légale et bien réglementée. La transparence accrue et l'engagement de Traoré dans la réhabilitation des enfants sauveraient la crédibilité de son administration. L'exportation de l'or légal augmenterait les revenus de l'État, permettant au pays de renforcer ses infrastructures et d'améliorer la qualité de vie des citoyens. À l'international, la position du Burkina Faso en matière de droits de l'homme et de lutte contre l'exploitation illégale pourrait en faire un modèle pour d'autres pays africains. Dans ce scénario base, les réformes prennent du temps à être mises en œuvre. Bien que des progrès soient réalisés, les obstacles à la transformation restent nombreux. Les puissants réseaux criminels, bien que fragilisés, résistent encore et cherchent à s'adapter. L'éradication complète du travail des enfants dans les mines pourrait prendre plusieurs années. De plus, les retombées économiques attendues ne sont pas immédiates et les régions rurales pourraient éprouver des difficultés à s'adapter à une nouvelle économie plus formelle. Si la pression internationale continue, Traoré pourrait réussir à maintenir une stabilité relative, mais des tensions internes pourraient émerger à mesure que les changements commencent à affecter la vie quotidienne des Burkinabés. Dans le scénario pessimiste, dans le pire des cas, si la corruption persiste au sein des institutions, si les réformes échouent à trouver une mise en œuvre efficace, le pays pourrait sombrer dans une crise politique. La résistance des élites locales, couplée à une méfiance croissante du public envers le gouvernement, pourrait entraîner des manifestations et des troubles sociaux. Les réseaux criminels, profitant du chaos, se réorganiseraient et continueraient à exploiter les ressources naturelles, exacerbant la pauvreté et l'injustice. La propagation de fausses informations, déjà observées, pourrait semer la discorde et miner la confiance envers Traoré, entraînant une perte de son soutien populaire. L'économie du pays risquerait de se déstabiliser avec des conséquences négatives pour le développement à long terme. Dans tous les cas, les actions de Traoré au cours des prochains mois seront déterminantes. Le choix de maintenir une pression forte sur les réformes et de renforcer les alliances internationales pourrait déterminer l'avenir du Burkina Faso. Traoré sait que la route est semée d'embûches, mais il est prêt à mener son pays vers un avenir plus juste, en tenant compte des risques, mais en restant fidèle à sa vision. La mission de sauvetage, bien que déjà un acte de courage, va bien au-delà de l'intervention immédiate. Pour Ibrahim Traoré, cette lutte contre l'exploitation illégale des mines et la corruption n'est pas simplement une question politique. C'est un combat pour l'avenir de son pays. Le cœur de son message repose sur la justice, la transparence et la protection des enfants. Mais il sait que pour maintenir l'élan et éviter la fatigue du public, il doit constamment rappeler à la population pourquoi ce combat est crucial. Les actions de Traoré
bien qu'intenses, doivent toucher le cœur de chaque Burkinabé. Pour cela, il s'adresse directement à la population, non seulement par le biais des médias, mais aussi à travers des rencontres directes. Il visite les communautés les plus touchées par la crise minière, rencontre les familles et des enfants secourus et leur assure que leur souffrance ne sera pas oubliée. Dans ses discours, il insiste sur le fait que ce n'est pas une simple question de réforme législative, mais une transformation complète du pays. Traoré sait que son pouvoir dépend de la capacité à mobiliser la société civile autour de ces réformes. Il met en place des forums communautaires, des réunions ouvertes où les citoyens peuvent poser des questions, exprimer leurs préoccupations et donner leur avis sur l'évolution du pays. Chaque interaction est un moyen de renforcer son message. Le Burkina Faso peut se redresser, mais cela nécessitera l'engagement de tous. Il fait appel à l'unité nationale, soulignant que chaque Burkinabé a un rôle à jouer dans la reconstruction du pays. À travers ses gestes, ses paroles et ses actions, Traoré espère que la population se souviendra de ce moment comme d'un tournant, non seulement pour lui, mais pour toute la nation. Un moment où un président a choisi de se battre pour un avenir meilleur, coûte que coûte. Face à l'ampleur du défi, Ibrahim Traoré sait que la solution ne réside pas uniquement dans des actions ponctuelles, mais dans la mise en place d'un système durable qui protège les générations futures du piège, de l'exploitation illégale et de la corruption. Son plan repose sur 3 piliers fondamentaux: la législation renforcée, l'éducation et la réhabilitation économique. Le premier pilier du plan consiste en une réforme en profondeur du cadre législatif concernant l'exploitation minière. Traoré met en place un comité de révision des lois minières avec l'aide d'experts internationaux afin de créer un environnement réglementaire strict mais équitable. Il prévoit des sanctions sévères pour les exploitants illégaux et un système de licence transparent pour ceux qui désirent opérer légalement. Les communautés locales, autrefois laissées pour compte, seront également impliquées dans la gestion des ressources, bénéficiant directement des profits générés par les mines légales. Le deuxième pilier est l'éducation. Conscient que l'avenir du Burkina Faso repose sur ses enfants, Traoré lance un programme national d'éducation destiné à tous les enfants, notamment ceux issus de milieux vulnérables. Il s'engage à construire de nouvelles écoles, à former des enseignants et à garantir l'accès à l'éducation pour les enfants des zones rurales. Ce programme s'accompagne d'une campagne de sensibilisation pour que la population prenne conscience de l'importance de l'éducation pour briser le cycle de la pauvreté et de l'exploitation. Enfin, le dernier pilier de la solution de Traoré est la réhabilitation économique.